Salut à tous, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on part à la rencontre non pas d'une entreprise, mais de l'armée. Et oui, dans le cadre de la semaine spéciale aéronautique, l'armée de l'air et de l'espace nous fait l'honneur de participer à ce nouveau numéro de Unlocked. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace, à commencer par Samuel, conseiller en recrutement. Bonjour Samuel, comment ça va? Eh bien, bonjour, ça va et toi? Très très bien, merci. Et on est également avec Lucie, responsable mécanicien à la direction de la maintenance aéronautique. Salut Lucie, comment ça va? Coucou Marion, très bien et toi? Super, merci beaucoup à tous les deux d'être présents aujourd'hui et bienvenue également à ceux qui nous regardent derrière leur écran. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Job Teaser ou encore à nous follow sur Instagram, jobteaser_fr pour découvrir encore plus de contenu et être informé des événements à venir. Alors, si nous sommes avec Samuel et Lucie aujourd'hui, eh bien c'est parce que l'armée de l'air et de l'espace est à la conquête de ses futurs recrues. Alors, quels sont les métiers recherchés? Quelles conditions faut-il remplir pour bien postuler? On en parle dans quelques instants, mais avant, présentation de l'armée de l'air et de l'espace en mode express, c'est le pitch pilot. Allez Samuel, je vais te donner la parole. Le principe est très simple, présenter l'armée de l'air et de l'espace à celles et ceux qui nous regardent, le tout en 1 minute chrono. Ça va le faire? Ça va le faire, je devrais y arriver. Allez, bah, L'ar- let's go. L'armée de l'air et de l'espace, comme toutes les autres armées, elle participe à la protection des intérêts de l'État et de la population française n'importe où dans le monde. Pour ça, elle a 5 grandes missions. La première, c'est bien sûr la dissuasion nucléaire avec les Rafales de Saint-Dizier. Mais il y a d'autres métiers, il y a d'autres métiers. Alors, on pense tout de suite, bien sûr, au soutien aérien pour l'armée de terre et tout. Ça fait partie de nos missions, mais on a aussi des missions comme de service public, comme la protection de l'espace aérien ou le transport logistique pour l'armée de terre, pour la marine, que ce soit en matériel ou en personnel. Vous voyez, l'armée de l'air, en fin de compte, il faut la voir comme une grosse équipe qui a un but, c'est que les avions d'école réalisent leur mission et reviennent en toute sécurité, comme vous l'entendez là. Ah bah super, on a même les sons d'ambiance et tout, c'est génial. Merci beaucoup Samuel. Bon, on va rentrer du coup dans le vif du sujet maintenant puisque l'armée de l'air et de l'espace est en pleine campagne de recrutement. Alors entre mécanique, aéronautique, informatique ou encore opération aérienne, quels sont les postes les plus recherchés en 2021? Comment réussir au mieux le processus d'embauche? Quelles sont les opportunités et les avantages que l'armée de l'air et de l'espace peuvent vous offrir? Eh bien, Samuel et Lucie sont là pour répondre à toutes ces questions et plus encore. C'est parti. Samuel, je vais te poser une première question essentielle. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà quel type de poste et de formation vous recherchez et à partir de quand on peut postuler? Déjà, l'armée de l'air, elle recrute 3000 personnes par an dans plus de 50 métiers. Hein. Alors, dans les 50 métiers, il y a de tout. Hein. Une base aérienne, il faut voir ça comme une petite ville qui est capable de fonctionner en totale autonomie. On commence de la planification de nos opérations. Hein. On a des spécialistes, des managers qui vont s'occuper de la planification de nos missions, d'autres qui vont s'occuper de la conduite des opérations. Alors ça peut être le lien entre les avions et puis le sol et les forces au sol. Ça peut être aussi des contrôleurs aériens. On a des spécialistes de la protection de défense solaire, donc pour les attaques aériennes. Et puis on a aussi des spécialistes qui vont faire le lien entre la tour de contrôle, le pilote, et puis les centres de commandement. Hein, c'est des postes aussi de manager. Ensuite, ça, c'est pour les opérations, hein, tout ce qui permet de faire fonctionner en direct l'avion, on va dire. Hein. Et puis ensuite, on a les spécialistes de la maintenance. Il faut savoir que sur une base aérienne comme moi, à Saint-Dizier, hein, il y a la plus grosse unité, c'est les unités de maintenance. Dedans, un Rafale, hein, c'est de l'électronique, de la mécanique, de l'armement. Et on a des spécialistes comme les ingénieurs avioniques, hein, ceux qui vont s'occuper de l'électronique à bord du Rafale. On a également des techniciens de maintenance aéronautique et des officiers de maintenance aéronautique comme Lucie, donc des managers qui vont gérer les équipes. Et pour faire le lien hein, entre les personnes au sol et les personnes en vol, on a une spécialité qui est très peu connue dans le monde civil, c'est les mécatroniciens. Les mécanotroniciens, c'est quoi? C'est les personnes qui vont entretenir tous les dispositifs de détection, les dispositifs de transmission qui vont permettre aux contrôleurs, au commandement, de contacter les pilotes.
Et bien sûr, comme dans toute grande entreprise, comme dans partout, comme dans toute grande entreprise et grande structure, eh ben, on a des spécialistes de l'informatique. Le Rafale, il est entretenu par l'informatique. Les opérations sont préparées, le pilote prépare son vol avec un ordinateur, même avec une tablette. Le Rafale est paramétré avec de l'informatique. Alors, on a des spécialistes, bien sûr, de la programmation, on a des administrateurs réseau qui s'occupent aussi de tout ce qui est cybersécurité, et on a des spécialistes dans les systèmes, dans les réseaux le réseau et les systèmes d'information. On a plein de choses hein, dans l'information. On a une grosse partie de cyberdéfense et même on a une cyberattaque. Alors, j'en ai pas parlé, mais on a des missions aussi des missions de renseignement. Et dans ces missions de renseignement, eh ben, pour toute action militaire, avant toute action militaire, il y a une action de renseignement, mais il y a aussi une action de cyberattaque qui est faite avant, soit de désinformation, soit de mise en état de nuire des systèmes d'information. Et ça, c'est nos spécialistes de l'informatique qui travaillent dessus. Vous voyez, et là, on parle que des métiers techniques qui peuvent exister, mais il y a plein d'autres métiers. Hein. Une base aérienne, il y a besoin de spécialistes dans la logistique, il y a besoin de spécialistes, bien sûr, pilotes, on a même des moniteurs simulateurs de vol. On a vraiment tout ce qui va nous permettre de faire voler nos avions, donc maintenance, tout ce qui va nous permettre de les conduire en direct, les opérations aériennes. Et puis après, on va avoir tous les spécialistes qui vont permettre à la base de fonctionner en totale autonomie n'importe où dans le monde et à n'importe quel moment en France. Alors du coup, on peut postuler dès maintenant, c'est ça? Et c'est pour quel type de contrat? Parce que je crois que ce n'est pas des contrats entre guillemets classiques, c'est ça chez vous? Alors Samuel. les recrutements, ils sont permanents. Alors oui, on a un statut militaire, alors forcément, ce n'est pas le même fonctionnement que dans le monde civil classique. C'est-à-dire que nous, on va commencer de toute façon en CDD. Et après, avec des possibilités plus tard de passer en CDI. Hein. Pour rentrer, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, pour rentrer, les sélections, c'est toute l'année en fin de compte. Hein. On peut postuler toute l'année. Alors, quand on envisage de s'engager avec l'armée, on peut imaginer qu'il y a certaines conditions spécifiques hein, à remplir. Samuel, Lucie, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les prérequis impératifs voilà, à avoir quand on postule chez l'armée de l'air et de l'espace? Eh bien déjà, il faut être âgé entre 17 et 30 ans. C'est un peu la particularité de l'armée. Il faut avoir effectué sa journée de défense et citoyenneté ou journée d'appel à la préparation de la défense pour les plus anciens. Et puis après, il faut avoir, réglementairement, il faut avoir aussi d'autres compétences qui seront analysées lors des épreuves de sélection qu'on détaillera tout à l'heure. Après, bien sûr, il y a aussi des qualités. Hein. Je vous l'ai dit dès le début, l'armée de l'air, c'est une équipe. Donc, qui dit équipe, dit aimer travailler en équipe. Ça, c'est une première chose. Chez nous, on est une équipe. On peut manager, mais on n'est rien sans l'équipe. L'équipe apporte des choses. Hein. On a tous notre responsabilité dans la réalisation de la mission. Et forcément, il faut aimer travailler en société, travailler en collectivité et vivre en collectivité. Et puis après, si Lucie me complétera après, mais après, il y a savoir s'adapter. Parce qu'on fait notre travail, bien sûr, en France, dans nos ateliers, dans nos bureaux, etc., sur une base aérienne classique, mais on est capable de le faire en opération extérieure ou en outre-mer, et là, dans des conditions qui ne sont pas exactement les mêmes, dans lesquelles il faut s'adapter, ne serait-ce que par le changement de climat, quel qu'il soit. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, je pense que quand on souhaite s'engager dans l'armée, quand on postule sur un poste, ce n'est pas une simple entreprise, hein, c'est vraiment une institution. Derrière, il y a vraiment des valeurs. Il y a le souhait de protéger la France. Enfin, c'est quand même, c'est vraiment en nous. Hein. C'est pas juste, on postule pas à une entreprise. Voilà, c'est quelque chose qui comporte, je pense, réellement et dont on est fier. Donc, je pense qu'il faut aussi réfléchir à pourquoi on veut s'engager, si c'est pour les valeurs, si c'est pour l'environnement exceptionnel qu'offre l'armée. Il y a plein de choses. Donc, je pense qu'il y a quand même un socle, sur vraiment se poser les bonnes questions et réfléchir à ça. Et aussi, il ne faut pas oublier que, avant d'être ingénieur aéronautique, avant d'être logisticien, avant d'être technicien ou mécatronicien, on est militaire. Donc, il faut quand même avoir une certaine forme physique. Il faut être quand même sportif. Voilà, au début, donc on va en reparler, mais on a quand même une formation militaire qui est quand même assez physique. Donc, on est militaire avant tout et ça, faut pas l'oublier. Bon, on va revenir hein, sur ton parcours dans quelques instants, Lucie, mais j'en profite déjà pour préciser aux jeunes qui nous regardent que si vous souhaitez tenter votre chance chez l'armée de l'air et de l'espace, rendez-vous sur le site internet devenir-aviateur.fr ou encore sur les réseaux sociaux Devenir Aviateur, voilà, c'est sur Instagram, Facebook ou encore TikTok. Alors Samuel,
toi, tu as intégré l'armée très jeune, mais Lucie, en revanche, tu as un parcours très différent, hein, puisque tu l'as rejoint, toi, il y a quelques mois seulement, âgée de 23 ans, si je dis pas de bêtises. Du coup, est-ce que tu pourrais présenter ton parcours académique et nous dire pourquoi, au final, tu as décidé de rejoindre l'armée de l'air et de l'espace? Alors, tout à fait. Donc, moi, en fait, j'ai passé mon bac S. Ensuite, j'ai fait 2 ans en classe préparatoire aux grandes écoles. Et cela m'a conduit à intégrer donc l'ENAC, École nationale de l'aviation civile. Donc, pour l'instant, voilà, j'avais une vie quand même très civile. Et en fait, j'avais jamais réfléchi à l'armée. J'ai eu l'opportunité de faire un double diplôme donc à Toulouse Business School pour, en plus de l'ingénierie, me former dans le management. Et en fait, ben, pendant tout mon cursus, c'est vrai que j'ai fait des stages en entreprise et en entreprise civile. Et je ne me posais pas du tout la question si ben, je voulais intégrer l'armée, voilà, ou aller un peu, on va dire, en dehors du chemin tout tracé. Parce que ben, on nous parle surtout des grandes entreprises aéronautiques et pas trop de l'armée de l'air. Et donc, suite à mon dernier stage, donc stage de fin d'études, j'étais sur le point donc, de signer un contrat avec l'entreprise avec laquelle donc, j'ai effectué mon stage. Et ben, il y a eu le Covid. Et c'est à ce moment-là où en fait, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que c'est vrai qu'avec 2 diplômes, j'avais quand même certaines opportunités, mais je voulais travailler dans un environnement qui était donc en accord avec mes valeurs et dans lequel je pourrais grandir et évoluer voilà, dans un environnement technique aussi. Et il fallait cet équilibre. Voilà, je ne me voyais pas dans une entreprise juste pour l'argent, ce n'était pas possible. Et en cherchant, ben, je me suis rapprochée du coup ben, des CIRFA. Et j'ai contacté donc le CIRFA de Toulouse pour me renseigner sur les postes dans l'armée de l'air. Et j'ai eu l'opportunité donc de passer les tests. Et en fait, en réfléchissant et vraiment, ben, comme je l'ai dit, en posant les bonnes questions et vraiment pour savoir moi ce que je veux faire, ben, j'ai décidé donc d'intégrer l'armée de l'air. Donc j'ai passé les différents process de recrutement. Donc au début on voit le CIRFA, puis ensuite on passe des tests, on en reparlera tout à l'heure. Et en fait suite à ça donc j'ai intégré l'armée de l'air et j'ai effectué ma formation militaire initiale et je suis affectée donc à la direction de la maintenance aéronautique à Mérignac. On va poursuivre, hein, tout à l'heure cette Si je- conversation. Samuel, si tu veux compléter peut-être, ouais. Oui, je voulais compléter. Lucie, c'est l'exemple même qu'on ne rentre pas forcément dans l'armée par vocation. On rentre par un cheminement, par un parcours professionnel, intellectuel. Bien sûr, on va au Centre d'information de recrutement des forces armées, donc au CIRFA, pour connaître les règles du jeu, pour savoir dans quoi on s'engage, etc. Et après, c'est un projet qu'on va construire avec le conseiller en recrutement. Mais c'est bien là le symbole qu'on ne rentre pas dans l'armée forcément par vocation. Alors, il y a certaines personnes qui rentrent comme ça, mais la majorité, c'est à un moment, on cherche un job un peu plus, ou une expérience humaine plus valorisante dans son domaine de compétences, ou ça peut être l'intérêt des avions de haute technologie comme le Rafale, la 400M ou le Caracal pour les hélicoptères. Ça peut être plein de choses. Et ça, c'est important de le souligner, je pense. Alors, tu l'as un petit peu évoqué, Lucie, les processus d'embauche, comme ça s'est passé pour toi. On va rentrer un peu dans le détail. Alors, c'est vrai que c'est plus ou moins similaire d'une entreprise à une autre, mais forcément, on imagine qu'il y a un protocole qui est très particulier et exigeant, hein, pour rejoindre l'armée de l'air et de l'espace. Du coup, est-ce que vous pourriez tous les deux présenter aux jeunes qui nous regardent les étapes de votre processus d'embauche? Alors, les épreuves de sélection, elles vont commencer par la constitution, par une information au centre d'information de recrutement des forces armées le plus proche de chez vous. Alors, vous pouvez les retrouver sur devenir-aviateur.fr, hein, bien sûr. Ensuite, il y aura la constitution d'un dossier et après, un peu après le dépôt de dossier, il y aura des convocations en sélection. Alors, on a plusieurs centres de sélection, il n'est pas obligé de traverser la France pour aller en sélection. Ces sélections, elles vont durer 2 jours. Le but, c'est quoi de ces sélections? C'est de savoir si votre projet, si vous avez les compétences et si vous avez le profil pour faire les spécialités pour lesquelles vous avez postulé. Parce que nous, on va vous étudier pour les métiers qui vous intéressent chez nous. Les sélections, ça va commencer par une visite médicale, savoir si votre santé elle est compatible avec la vie de militaire et savoir si elle est compatible avec le métier pour lequel vous postulez. Vous aurez des tests psychotechniques. Alors, c'est des tests de logique qui permettent de pronostiquer une réussite en école de formation. Un test d'anglais. Alors, surtout pour les managers, les cadres supérieurs, l'anglais est quand même important, même s'il n'y a pas un niveau pour tout le monde strict. Hein, il y aura des niveaux stricts, par exemple, pour le contrôle aérien, pour les pilotes, etc. Il y en a d'autres, mais l'anglais est toujours regardé, en tout cas. Ensuite, il va y avoir du sport.
Alors le sport, bien sûr, on n'a pas la même exigence sportive pour un pilote, pour un commando, pour un mécanicien ou, je sais pas moi, un logisticien. Par contre, nous, ce qu'on va rechercher dans les épreuves de sport, c'est du goût de l'effort, de l'envie de se dépasser. Après, en CIRFA, on aura tout expliqué, le sport. On aura donné des conseils pour se préparer. Après, c'est quoi le sport? Il sert à quoi? Savoir si vous aurez la condition physique pour réussir nos écoles de formation. D'ailleurs, quand vous avez, nous, conseillers en recrutement, on vous conseille de continuer votre préparation sportive jusqu'à votre intégration. Et enfin, vous aurez un ou plusieurs entretiens en fonction du poste pour lequel vous avez candidaté. Là, l'entretien, c'est un entretien de motivation. Là, par contre, comme dans le civil, à vous de démontrer votre motivation, à vous de démontrer aussi que vous savez où vous mettez les pieds, comme l'a dit Lucie tout à l'heure. Et puis aussi, nous, c'est s'assurer que quand vous rentrez dans l'armée, la première chose que vous faites après la signature de contrat, c'est de signer votre contrat et de partir en formation. Partir en formation, pour nous, on va mobiliser des personnels, du temps pour vous. On veut savoir si vous saurez utiliser toutes les ressources qu'on va vous mettre en disposition. Et l'entretien sert à ça aussi. Alors, Lucie, est-ce que tu veux faire ton petit retour d'expérience? Parce que finalement, ça n'est pas si longtemps que ça que tu as passé toutes ces étapes. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu peux donner un peu ton retour? Alors c'est vrai que moi j'aime bien le sport, donc ça de base ça m'a pas posé de problème. Donc je conseille voilà c'est plutôt voilà de faire du sport régulièrement, hein, c'est pas horrible, hein, les tests de sélection sont largement accessibles. Et ensuite, bon, pour les tests donc psychotechniques, il y a des petits tests pour s'entraîner, voilà, sur devenir aviateur d'ailleurs, il y a les liens et les sites sur lesquels on peut s'entraîner si besoin. Ensuite, j'ai été beaucoup aidée par mon recruteur donc au CIRFA. C'est vrai qu'on a gardé un bon lien parce que déjà moi j'étais impatiente, donc c'est vrai que j'appelais régulièrement pour savoir où ça en était. Et ensuite, voilà, suite au test, moi, je suis allée 2 fois donc, sur le lieu pour les tests parce que l'entretien n'a pas eu lieu en fait en même temps que ma visite médicale et mes tests. Et j'ai dû y retourner voilà, quelques temps plus tard. Ensuite, je précise aussi, parce que donc, dans le civil, c'est vrai que quand on se déplace, tout est à nos frais. Dans l'armée, c'est l'armée qui paye tout. Donc, si on veut vraiment, voilà, donc, disons que pour tous les budgets, c'est accessible et il n'y a pas un budget à prévoir pour le recrutement dans l'armée de l'air. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour certaines personnes, donc je tiens quand même à le préciser. Ah bah, tu fais bien, Lucie. Alors pour les jeunes qui cherchent à s'insérer sur le marché de l'emploi, justement, on parle un petit peu d'argent. Le salaire fait logiquement partie de leurs critères déterminants. Est-ce que vous pourriez donner une fourchette salariale pour un jeune qui débute chez l'armée de l'air et de l'espace? Alors, donc le salaire, chez nous, on appelle ça la solde, déjà, tout à fait. Et en fait, donc, enfin, c'est vrai que quand on va voir les chiffres, donc au début, moi, j'ai été un peu surprise parce que je suis ingénieure donc aéronautique dans le civil, donc je m'attendais à un certain salaire. Et là, donc le salaire en tant qu'aspirant, il est autour, on va dire, de 1 400 euros, pour être totalement transparente avec vous. Cependant, une belle partie quand même donc, de mon grade d'aspirant, je serai pendant mes classes, c'est-à-dire pendant ma formation militaire. À savoir que pendant la formation, on est logé, nourri et habillé aussi, étant donné qu'on est en uniforme. Donc, c'est vraiment que de l'argent de poche. Ensuite, on passe très rapidement les grades parce qu'on est dans un cursus où voilà, on a 6 mois de grade d'aspirant, 1 an de sous-lieutenant et ensuite lieutenant. Et donc, la solde évolue avec ces grades. Et ensuite, je tiens également à préciser que effectivement, peut-être que le salaire, il a l'air bas à première vue, mais il y a plein d'avantages non, on va dire non négligeables. Donc déjà, le logement, on peut être logé sur base et en tant qu'aspirant, c'est souvent voilà, le temps de trouver, on va dire, un logement à l'extérieur. C'est quand même extrêmement pratique. Ensuite, il y a la SNCF aussi. Il y a aussi le repas de service, il y a l'uniforme, c'est également très pratique. Et voilà. Et je tiens à préciser aussi que la parité salariale, donc la parité donc homme-femme, le salaire ne bouge pas. Voilà, c'est des indices de solde et il n'y a aucune différence. Super, merci beaucoup Lucie pour toutes ces précisions. Alors on peut imaginer aussi que parmi les autres avantages qu'on peut obtenir en réalisant une carrière chez l'armée de l'air et de l'espace, c'est la possibilité d'effectuer des missions à l'étranger. Samuel, quelles sont les opportunités à ce sujet pour une jeune recrue? Comme vous voyez dans l'actualité, on peut partir, on a des avions qui sont
prépositionnés dans certains pays. On appelle ça les opérations extérieures. Par exemple, en ce moment, vous avez des avions au Mali, aux Émirats arabes unis, en Jordanie, qui sont là au plus proche des théâtres d'opération. Alors, bien sûr, on ne partira pas 6 mois après d'être rentré. Il faut être formé, il faut être autonome dans son métier avant de partir, mais c'est une opportunité. Quand on part, c'est une formidable expérience humaine. Et puis aussi, bien sûr, je vais casser un mythe, mais quand on part en opération extérieure, etc., on est payé en plus. On a d'autres missions, on a des missions en Outre-mer, puisqu'on a des bases aériennes dans les territoires d'Outre-mer. Là, pareil, on peut faire le choix soit de partir là un court temps, 4 mois, 6 mois, soit sinon on peut aller avec sa famille là-bas pendant 3 ans. Ça, c'est sur volontariat. Et on a aussi des affectations dans des bases comme aux Émirats arabes unis où on peut vivre 3 ans avec sa famille là-bas. Je le redis, ça c'est sur volontariat, vous ne serez jamais muté d'office aussi loin de la métropole. Super, ce sont des opportunités où on peut voir et travailler complètement différemment. Je parlais tout à l'heure des capacités d'adaptation. C'est exactement ça. Là, on va faire notre métier d'une autre façon. Par exemple, en opération extérieure, on va le faire, ça va être plus réel que l'entraînement en vérité. Et puis, on va le faire dans des conditions climatiques, peut-être des conditions de vie un peu particulières. Et c'est ça l'intérêt, je pense, c'est ça que recherchent les militaires une fois qu'ils sont formés, c'est prendre tous les acquis qu'ils ont eus dans leur formation et les transposer pour servir une grande cause. Et enfin, il y a un autre sujet, et c'est surtout, on va plutôt parler d'une crainte là que les jeunes pourraient avoir avant de s'engager avec l'armée. C'est peut-être une idée reçue, voilà, sur la difficulté d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Comment ça se passe dans la réalité? Je vous dirais, je suis marié à une militaire, on a 2 enfants, donc déjà, ça se passe plutôt bien. Il faut savoir, c'est vrai, on l'a dit au début, on est militaire, c'est-à-dire qu'on fait un métier de service, on est là pour protéger les institutions, protéger la population française, donc ça prend une partie de notre vie. Mais après, c'est un équilibre à trouver. L'armée, l'armée de l'air et de l'espace, elle met en œuvre des dispositifs pour compenser notre disponibilité, notre mobilité. Je prends un exemple, quand on est muté, on n'est pas muté comme ça, vous allez de ce point-là à ce point-là et vous débrouillez. Non, on prend en charge notre déménagement, on peut avoir des logements sur base si on veut y aller tout seul, ou des logements pour nos familles. Voilà, on a un dispositif derrière. Pareil pour la disponibilité, quand on part 2-4 mois en opération extérieure, notre famille, quand elle reste, elle est suivie par la base. On parlait de cohésion, la cohésion, elle fait partie de ça. On est une équipe et on se soutient. Lucie, tu veux compléter là-dessus? Je pense que c'est tout à fait possible d'allier vie de famille et professionnelle. Après, c'est vrai que moi, donc, ça fait pas longtemps que j'ai intégré l'armée, donc je peux pas dire. Puis bon, je suis jeune encore pour parler de vie de famille, mais je pense que c'est totalement possible. Et autour de moi, j'ai beaucoup d'exemples, où ça se passe très bien. Bon, c'est qu'une idée reçue alors. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à toutes ces questions, mais on n'a pas encore terminé, car je vous propose maintenant de donner un maximum de conseils et d'infos pratiques aux jeunes qui nous regardent pour bien postuler chez l'armée de l'air et de l'espace. C'est l'heure des tips to be on top. Alors, Samuel, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un entretien, voire plusieurs entretiens d'embauche une fois qu'on a passé une certaine batterie de tests. Du coup, est-ce que tous les deux, vous pourriez donner, je dirais, vos meilleurs conseils ou astuces pour réussir cet entretien? Avec l'expérience que j'ai du recrutement, je dirais que déjà, il ne faut pas croire qu'un entretien, ça ne se prépare pas, qu'on se connaît bien, qu'on peut y aller. Un entretien, ça se prépare. C'est un argumentaire, c'est présenter, mettre en valeur ses qualités, peut-être atténuer ses défauts. Pour faire ça, déjà, il faut se renseigner sur le poste, renseigner sur l'institution. Et puis, il ne faut pas hésiter à poser des questions au conseiller en recrutement qui vous accompagne, il est là pour ça. Mais c'est très important de savoir où on met les pieds. Plus on aura l'impression de connaître ce vers quoi on va aller, l'environnement dans lequel on va travailler, plus on sera à l'aise en entretien. Parce que l'entretien, on est en face-to-face et on sait que la personne en face va vous juger. Donc, ça peut être très déstabilisant si on n'a pas préparé son entretien. Donc, moi, je dirais, préparez votre entretien. Venez dans une tenue, alors pas short tongue t-shirt, mais une tenue, on n'est pas obligé d'être en costard-cravate, mais une tenue nette, propre, parce qu'il faut vous rentrer dans l'armée. Mais par contre, une tenue confortable, ça, c'est totalement possible. Une petite chemise, un jean, ça suffit.
Moi, j'ajouterais qu'il faut bien connaître effectivement l'institution, mais il faut aussi bien se connaître soi, parce que ben, c'est de là aussi où vient notre motivation, hein. Qu'est-ce que nous, on veut vraiment déjà? Qu'est-ce qu'on recherche en tapant à la porte d'un CIRFA ou de l'armée? Et en quoi on peut apporter quelque chose? Quelles sont nos qualités? Parce que ben, c'est vrai qu'il faut donc l'adaptabilité, on en parlait, mais aussi le dépassement de soi, la curiosité, l'esprit d'équipe. Voilà, c'est plein de choses dans lesquelles on va évoluer dans l'armée. Et je pense que c'est très important en fait qu'on soit en accord avec ça dès le début et qu'on soit sûr de soi pour se présenter ben, sous le meilleur jour évidemment, mais pour être aussi conscient des faiblesses et de là où ben, on pourrait être déçu en fait. Donc je pense que c'est très important voilà, de connaître aussi bien l'institution que se connaître soi-même. Et vous avez un entretien de 45 minutes, il faut rester naturel. Ça ne sert à rien de surjouer parce qu'en 45 minutes, on ne peut pas, pas mentir, mais en tout cas, on ne peut pas surjouer pendant 45 minutes. Donc, il faut rester naturel et en plus, on est plus à l'aise quand on est naturel qu'on parle naturellement. Voilà. Ah ben, je ne peux que acquiescer, effectivement, sur tous ces conseils. Merci beaucoup, Samuel, Lucie, pour ben voilà, ces conseils précieux qui, j'espère, vont aider les étudiants et les jeunes diplômés qui nous suivent aujourd'hui. Et ça y est, on arrive dans la dernière ligne droite de cette émission, puisqu'il va nous rester quelques instants ensemble pour donner votre mot de la fin. C'est l'heure du last but not least. Samuel, Lucie, vous avez carte blanche pour conclure cette émission. C'est à vous. Eh ben, je vais laisser Lucie parler la première parce qu'elle est tellement motivée que... Mais quel que soit votre niveau, n'hésitez pas donc à vous renseigner au plus près de chez vous, hein, il y a des CIRFA partout. N'hésitez pas à aller sur le site Devenir Aviateur, il y a tous les métiers et d'appeler. Voilà, vous connaissez certainement des militaires, ils pourront aussi très bien vous renseigner. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à venir et à nous rejoindre pour vivre donc des expériences humaines incroyables dans un environnement passionnant qui est l'aéronautique. Voilà. Et moi, pour conclure, je dirais, ben, si vous voulez travailler dans l'aéronautique, dans un univers hors du commun qu'est l'armée de l'air et de l'espace, eh ben, n'hésitez pas à franchir la porte d'un centre d'information et de recrutement des forces armées. Il faut savoir que même sans expérience, on vous fait confiance, même dans des postes de management. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Nous, on vous accompagne dans votre réussite parce que, avant tout, l'armée de l'air et de l'espace, ben, c'est une équipe. Hein, et ben, vous ferez partie de notre équipe dès le début. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter et je peux vous assurer que vous aurez une carrière très enrichissante et faite de plein d'expériences humaines très, très intéressantes. Merci beaucoup à tous les deux, encore une fois, d'avoir participé à ce nouveau numéro de Unlocked. J'espère que ça a été. Eh ben, déjà, merci à vous de nous avoir accueillis sur votre plateau virtuel. Et oui, c'était génial. Voilà. Ben, merci à toi, Marion, et à l'équipe. Voilà. Et bon courage pour la suite. Ouais, merci. Merci également à ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout, hein. Et je rappelle que vous pouvez dès maintenant tenter votre chance chez l'Armée de l'air et de l'espace. Pour ce faire, rendez-vous sur le site internet devenir-aviateur.fr ou encore sur les réseaux sociaux. Ils sont présents partout, hein, Instagram, Facebook et même TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas. Et quant à moi, voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve très vite pour de nouvelles émissions Unlocked. À bientôt. Super.